canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonsoir ou bonjour, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission et la dernière d'ailleurs de l'année 2022. Et je suis très content de terminer cette année sur un film qui a été important pour moi il y a plus de 22 ans de cela, qui sort donc le 28 décembre, une version restaurée en 4K. C'est un film chinois de Lu Ye. C'est son deuxième long métrage. Le premier, je l'avais pas vu à l'époque, je l'ai pas vu entre temps. Le film s'appelle Suzu River. C'est important, le mot rivière. On va en parler, l'eau, tout ça. Et je suis très content d'en parler, de renouer le dialogue avec Maxime Bauer, qui était venu par 3 fois pour discuter de choses et d'autres, comme le Wuxiapian, Anhui, et puis il y avait aussi un festival on avait discuté de Salut ça. Samir. Exactement. Donc merci à toi. Comment vas-tu? Ah bah, ça va très bien, toujours au taquet pour parler de cinéma d'Asie, de cinéma chinois, ma grande passion. Et Suzu River, c'est vraiment un film magnifique, on va en parler, c'est très important qu'il ressorte. Oui, oui, j'ai cru comprendre qu'il y a quelque chose d'extraordinaire entre ce film et toi, mais juste avant cela, il faut quand même déjà, je remercie bien évidemment Dissidence Film qui s'occupe donc de la distribution du film et par le biais aussi de Bish Quan Tran. J'espère que j'ai bien prononcé son prénom et son nom. Merci à vous pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et juste donc, préciser que la restauration numérique 4K du film a été réalisée à partir du négatif AB 16 mm original de l'image provenant du laboratoire de Babelsberg sous la supervision du cinéaste lui-même, Lu Ye. Le film a été restauré image et son et a été présenté en première mondiale au Festival de Berlin en 2022 dans la section Berlinale classique. C'était important quand même de préciser ça. Et bien évidemment, il faut quand même que je précise que Maxime Bauer est critique de cinéma pour cette revue des cultures asiatiques, des cultures d'Asie, pardon, East Asia, que nous connaissons très bien. D'ailleurs, je remercie beaucoup Elvire, qui m'a beaucoup aidé pour la conception de cette émission. Alors, pourquoi, je rebondis sur ce que tu disais au début de cette émission, pourquoi ce film est important? Pourquoi il faut le voir? Pourquoi il est important de le voir aujourd'hui? Si tu veux, la situation de la Chine actuellement, elle est compliquée. La façon dont sort le cinéma est très apocalyptique, hein, pour le dire, hein. Il y a de moins en moins de films depuis quelques années. Et Suzu River, ça fait partie de ces films qui, à l'époque, ils avaient changé quelque chose dans le cinéma chinois. Lu Ye, il a eu 2 ans d'interdiction pour ce film. C'est un film qui a été tourné sans autorisation, donc vraiment avec une fibre artistique, avec la volonté de portraiturer une certaine Chine, un certain Shanghai, parce que ça se passe à Shanghai. Et aller dans les recoins, de toute façon, tu vois bien quand on regarde le film au début, quand il est sur le bateau de la rivière Suzu, où il décrit ce qu'il y voit la crasse en fait, hein. Il y voit quelque chose de très moche. Et ce qui est bien, c'est qu'il parle de politique, mais il va vers la poésie aussi. Il n'oublie ni l'un ni l'autre. Il se sert de ce qu'il voit au quotidien pour faire ce film. Et ça donne pour moi ce qui est le mieux dans le cinéma chinois. Il va s'intéresser vraiment aux Chinois qui sont dans la rue, qu'on croise dans la rue sans y faire attention quand ils sont à Shanghai, quand ils se croisent eux-mêmes. Et leur destinée, avec cette histoire du double de la femme aussi, il va par la petite lorgnette montrer beaucoup de choses de manière magnifique, onirique. Et par les temps qui courent, je pense que c'est très important. Pourquoi le cinéaste a rencontré des soucis de censure quand le film a été finalisé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est surtout si j'ai bien suivi, qu'il a tourné le film sans autorisation. À mon avis, j'ai pas tout vérifié. À mon avis, il ne voulait pas avoir quelqu'un qui lui dicte comment tourner son film. Parce normalement, il y a 2 visas de censure pour la Chine, hein. Il y a le visa pour avoir l'autorisation de tourner et le visa pour sortir. Et Lu Ye, lui, je pense que c'est parmi les cinéastes de la 6e génération, c'est un des plus rebelles, même s'ils sont tous un peu vénères. On peut en reparler. Il y a Jia Zhangke, il y en a d'autres, hein. Il y a Wong Xiaoshuai. Mmh. Là, ils étaient assez énervés et ils se laissaient. D'ailleurs, beaucoup de ces films sont produits à l'étranger ou coproduits à l'étranger. Joe River, il est coproduit par l'Allemagne et la France. C'était pas pour rien que sa restauration a eu lieu en Allemagne, hein. Et je pense que c'est des cinéastes. Ils voulaient dire des choses, ils voulaient montrer des choses et ils voulaient les montrer à leur manière. D'ailleurs, Lu Ye, il a eu des problèmes avec Joe River. Il en rencontrera d'autres par la suite, hein.
Ouais, ça c'est vrai. Il y a le fait aussi que ce film a une particularité assez importante. Alors, le film raconte l'histoire finalement de 4 personnes, dont une fille qui a à peu près une espèce de... Enfin, il y a un double féminin, donc ça renvoie bien évidemment, quand on parle de double féminin, à Vertigo, Hitchcock. Et il y a deux personnages, deux hommes, une espèce de coursier-livreur, et en même temps, c'est pas forcément un coursier-livreur parce qu'il y a des accointances avec la mafia, la PEC, tout ça. Bon, ça après, le film le dit, mais de manière assez éparse. Et puis, il y a un deuxième personnage qui est assez passionnant aussi. C'est un vidéaste qu'on ne voit jamais. Et il est en caméra subjective. Est-ce qu'il y a un rapport avec ça, le fait Loulieu a utilisé cet aspect-là du cinéma, cette configuration filmique, pour effectivement ne pas se laisser emmerder pour filmer. Parce que dès le début, tu l'as dit, la séquence d'ouverture, ça se passe sur une... Je pense qu'il était sur une péniche et qu'il se Oui, balade comme ça au gré oui. de cette rivière, où il dit qu'il dans cette rivière, il parle de l'histoire avec un grand H, mais aussi du déchet. Tu parlais de la saleté, mais il parle de déchets. Et Oui. est-ce qu'il y a, voilà, cette configuration-là lui permettait une forme de discrétion pour ne pas, pour pouvoir tourner aisément? Je ne sais pas quel matériel il a utilisé parce que il me paraît de bonne qualité, en tout cas au moins dans la version restaurée. Mais moi, ça me renvoie à un autre cinéaste qui est de la même génération et qui avait commencé à tourner son film majeur l'année d'avant, c'est Wang Bing avec À l'Ouest des rails, qui lui, avec la caméra DV, il a fait des merveilles, hein. Loulieu, je pense pas qu'il utilise la caméra DV, ça me paraît d'une qualité autre. Mais par contre, il utilise le même principe, c'est-à-dire qu'il utilise cet l'œil qui marche, on dit de Wang Bing, hein, l'exposition qui lui a été consacrée, bah, cet œil lui permet de tourner à partir de sa propre main ce qu'il veut, où il veut, discrètement, effectivement. Quelques prises lui permettent de ne pas se faire repérer. Et en même temps, c'est beau dans l'histoire parce que ça lui permet d'avoir une innovation narrative, je dirais ça comme ça. C'est-à-dire que il y a 4 personnages finalement dans Suzu Mhm. River. Il y a les 2 personnages campés par Chu Jun, donc ce double féminin. Il y a l'amoureux de Mei Mei, donc le personnage qu'on va voir, dont on va vraiment voir. Et il y a, j'ai oublié son nom, il y a B dedans, lui qui est le narrateur et qui va relater ce qu'il voit à travers. Lui, on ne le verra jamais, on verra toujours par ses yeux. Je pense qu'il y a tout qui est double. Il y a deux hommes, deux femmes. Tout est assez sophistiqué et c'est assez intéressant de voir d'essayer de décrypter ce que Louillet a voulu dire, de ce qu'il a voulu montrer. Peut-être que c'est un alter ego lui-même, sans doute d'ailleurs, ou en tout cas, même plus simplement, un alter ego de ces Shanghaïens qui vivent peut-être dans des petits appartements, qui descendent dans la rue et qui voient la rivière, qui voient les gens, qui voient les prostituées, qui voient la crasse, qui voient tout cela. Qu'est-ce que ça dit, ce film de la société chinoise de la fin enfin, de l'entrée comme ça au 21e siècle? Ça dit quoi, ce film exactement? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? J'ai envie de te dire que finalement, ce portrait assez acide de la Mhm. façon dont vivaient les Chinois en tant que société administrée, c'est pas forcément quelque chose qui est tout à fait neuf. Disons que les premiers cinéastes de la cinquième génération, donc 15-20 ans avant Suzu River, ils allaient plutôt dans les campagnes, c'est vrai, filmer toutes les contradictions de la société chinoise, avec Terre jaune, avec le Sorgho rouge, etc. Zhang Yimou, avant qu'il ne devienne beaucoup plus gentil avec le gouvernement chinois, Chen Kaige, tout cela. Mhm. Euh, Ils allaient déjà un peu titiller toutes ces questions. C'est vraiment la cinquième génération qui a apporté. Il faut dire que dans les années 80, c'était pas mal. Ça s'est réouvert avant que ça se referme en 89 pour les événements qu'on connaît. Mais la quatrième génération, avant la cinquième, c'était l'encéphalogramme plat, hein, c'est-à-dire quasiment plus de films produits en Chine, voilà, comme la Corée du Nord, hein. Donc la cinquième génération, elle a remis le pied à l'étrier. Elle avait quand même des velléités artistiques, aussi bien plastiques que politiques, avant que finalement elle ne s'accommode de tous les budgets confortables qu'on peut leur accorder, de toutes les opportunités sociale, hiérarchique qu'on peut leur accorder. Et la sixième génération vient derrière, donc avec Jazz Anke qui a fait son premier film Xiao, Artisan Pickpocket, qui est vraiment, lui, il est filmé dans la rue, hein. C'est-à-dire que c'est quasiment de la nouvelle vague, hein, ou du néoréalisme italien, hein. Et puis Loulier, il fait partie de cette fibre-là. Et quand il fait Suzu River, il filme Shanghai, qui est une ville très importante pour lui. Je crois que c'est sa ville, hein. Oui, c'est sa ville. Et puis du coup, il fait un état des lieux de ce qu'il voit.
Ou plutôt, je dirais qu'il cherche d'avant tout la poésie, comme des grands romanciers ou des grands cinéastes font de la poésie à partir de la misère. À partir de la misère qu'ils voient, qu'ils vivent. Euh, Loulieu, je crois qu'il a eu aussi des problèmes avec son premier film qui est quasiment invisible, hein. Il l'a sorti en 94, c'est Weekend Lover, je crois, il s'appelle comme ça. Mhm. Et ouais, si tu veux, quand il fait Suzu River, Loulieu, il s'éloigne pas trop de ce qu'on voyait du cinéma chinois contemporain de l'époque à ce moment-là, ni ce qu'on en attendait. En revanche, euh, c'est vraiment la poésie du film qui se démarque pour moi et qui fait que c'est un film qui crève le cœur, qui est maîtrisé de bout en bout. Sa façon de filmer est magnifique, son utilisation des couleurs, le jeu d'acteur, tout ça, ça va magnifier, comment dire, cette misère portraiturée par le cinéma chinois depuis très longtemps, même depuis le cinéma de Shanghai des années 30. Je dis ça parce que juste avant qu'on se voit, je lisais cette BD chinoise qui Mhm. est un petit personnage chinois qui est très connu, Sam Mao, qui a eu des films d'ailleurs. Et Mhm. pareil, c'était aussi une BD qui faisait le portrait de la misère des gamins des rues. C'est quelque chose dont, dans l'art en Chine, on se distingue difficilement. Est-ce que cette sixième génération, donc que tu évoquais avec Lou Yue, etc., est-ce qu'il y avait aussi cet aspect très fort de l'utilisation de la caméra? C'est-à-dire on sent la caméra, elle est présente. On dit quatre personnages dans le film, je crois qu'il y en a peut-être même cinq. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que ce que l'on voit visuellement, c'est très beau parce qu'il y a aussi cette caméra extrêmement dynamique Mhm. qui va partout là où on ne l'attend pas, donc qui nous permet à nous, spectateurs, quand on le regarde dans une salle de cinéma, d'être de tous les fronts ou sur tous les fronts. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que lorsque on prend le temps, un moment, d'essayer de maîtriser cette caméra, on s'aperçoit qu'en fait, cet aspect moderne, c'est pas forcément dans les déhanchements de cette caméra, mais c'est plutôt dans ce qui est filmé entre. Et c'est ça qui est très beau dans ce film. C'est un peu la fameuse phrase de Reel que Godard avait utilisée, c'est filmer la beauté entre deux choses. Il y a beaucoup de ça, je trouve, en le revoyant. Moi, je l'avais vu en 2000, pardon. Je l'avais vu en 2000 et je l'ai revu donc pour cette émission. Et c'est la première chose qui m'a frappé. Parce qu'après, Louis n'a pas continué à utiliser cette caméra de cette manière. Mais par contre, filmer la beauté entre deux choses, ça, il l'a toujours fait. Et je trouve que c'est ça qui est passionnant. Là, tu as tout dit, c'est le cinéma des interstices. C'est-à-dire qu'il va vraiment filmer le recoin qui dit quelque chose. Plus tard, il fera alors son film. Je ne crois pas qu'il ait fait un film entre Suzu River et Summer Palace, une jeunesse chinoise. Mhm. Une jeunesse chinoise qui est filmée de manière beaucoup plus classique, hein, qui va lui apporter des problèmes pour d'autres sujets politiques, qui va avoir 5 ans d'interdiction suite à ce film. Mais effectivement, il va filmer. On en revient au personnage du narrateur qu'on ne voit jamais, qui narre l'histoire, qui est un vidéaste. Il y a ce terme qui est employé, donc qui filme des mariages, des événements pourvu qu'on le paye, et qui dit une chose très intéressante, je trouve. Il dit, si vous n'êtes pas satisfait du résultat, c'est pas mon problème, c'est la caméra ne ment jamais. Ça veut dire beaucoup de choses, hein. Dès le début. Dès le début, il dit ça. Il pose le décor. On ouvre le film par ce personnage qui fait sa publicité en mettant un pochoir, qui filme du coup et qui raconte sa façon de voir les choses, son métier et ce qu'il voit dans la rue, ce qu'il voit dans la ville, ce qu'il voit dans Shanghai, ce qu'il voit dans la Chine et l'histoire qu'il va vivre finalement. L'histoire principale, donc, c'est entre l'autre personnage masculin et l'une des deux chouchounes et qui est, lui, il en est témoin de ces histoires, il n'en est pas acteur. Et en disant ça, je me rends compte que c'est peut-être le lot de tous les Chinois qui vivent notamment dans les très grandes villes. Voilà, Shanghai, troisième mégalopole du monde, 25 millions d'habitants. En Chine, il y a ce qu'on appelle aussi le système des migrants. Donc, si tu viens de la campagne en Chine, il faut un visa pour aller dans certaines villes, dans certaines régions. Il y en a qui sont tellement miséreux dans les campagnes qu'ils y vont clandestinement. Ils sont des clandestins de leur propre pays. Et tout ça, on le voit pas chez Wang Bing. Alors, chez Wang Bing, on le voit de manière très voilà, réaliste, documentaire, réelle. Et c'est très important de voir ces films pour ça. Et Joe River, voilà, Louis, c'est pas un documentariste, hein. Il a fait, c'est intéressant, il a fait un petit court-métrage juste après Joe River qu'on peut jumeler avec, qui s'appelle In Shanghai, qui montre justement cette facette réaliste de Shanghai avec les mêmes sujets que Joe River. Mais bon, c'est principalement un cinéaste de fiction, c'est un poète. Pour moi, c'est un vrai poète visuel
voilà. Et avec Sujo River, il va témoigner de toutes ces petites choses qu'on voit dans le cinéma chinois contemporain et qu'on voit dans les vraies villes chinoises. Est-ce que l'utilisation de ce personnage vidéaste, le fait qu'on ne le voit pas, mais le fait qu'il est plutôt témoin, qu'il observe cela, Mhm. est-ce que il serait aussi d'une classe sociale qui serait complètement différente du livreur et de l'autre personnage féminin? Est-ce qu'il y a comme ça un film qui parle aussi des rapports enfin, de la lutte des classes, quoi? Est-ce que Sujo River parle de la lutte des classes? C'est ça Oui, que tu veux dire. je vais pas dire cette posture, enfin, si peut-être assez ambiguë du vidéaste. Est-ce qu'il y a de cela aussi? Moi, j'ai pas vu ça pour tout te dire. Pour moi, c'est vraiment il est du même niveau social que les autres. J'imagine que Liu Ye, il a voulu montrer le lot de la plupart des Chinois qui vivent, voilà, ils font partie d'un groupe, hein, c'est le fameux ensemble chinois qui la façon d'aborder la société par le groupe, alors que en fait le groupe est formé de multitudes d'individualités. Et la question, c'est peut-être est-ce qu'elle arrive à s'exprimer à l'époque moderne en 2000, est-ce qu'elle arrive toujours à s'exprimer? Voilà. Pour moi, tous les personnages, les quatre principaux de Studio River, ce sont des petits points dans Shanghai qui observent et qui philosophent, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Est-ce que pourquoi, selon toi, dans ce film, le rapport à l'image, le rapport au cinéma est très important? Pourquoi, selon toi, il a voulu utiliser un personnage qui soit vidéaste? Bah, je pense que c'est parce que en fait quelque part il est transparent ce personnage. On peut y coller qui on veut. On peut y coller n'importe quel Chinois, on peut y coller le spectateur, on peut y coller Louis lui-même. C'est n'importe qui et il observe, il dit ce qu'il pense. Quelque part quand il dit ce qu'il pense, à mon avis, c'est une projection de ce que veut dire de lui-même en fait. Un vidéaste, cinéaste, j'imagine que beaucoup d'étudiants en cinéma peuvent d'abord se revendiquer vidéastes. Avec une caméra, ils vont filmer des choses voilà, et plutôt simple dans le plus simple appareil. Bon, dans le plus simple appareil, il ne faut pas sortir cette phrase de son contexte. Et du coup, je pense que Loulieu se projette à travers ce personnage comme il projette les autres Shanghaïens, qui observent la ville, qui observent ce que devient la Chine, qui est dans une explosion économique à cette époque-là, mais qui a quand même des inégalités fortes en termes social et qui se creuse, qui s'est encore creusé dans le 21e siècle. Toi, ce film, tu l'as découvert récemment. Comment tu l'as découvert? Dans quelles dispositions? Et est-ce que le connaissais un peu de réputation? Alors figure-toi, je l'ai découvert en 2020. J'avais acheté le coffret DVD où il y avait trois films chinois qui étaient sortis au début des années 2000. Il y avait Beijing Bicycle et Mhm. Shower avec. Et il y avait donc Suiveur. Je l'avais acheté pour Beijing Bicycle, dont j'avais beaucoup entendu parler, de Wang Xiaoshuai, donc une revisite du voleur de bicyclette de Vito Sica, mais à Pékin. Et puis il y avait ce film, alors, étonnamment, j'en avais pas entendu parler. Et, euh, et au final, c'est lui qui m'a le plus plu, quoi. C'est vraiment. J'ai assez vite compris que c'était un film qui avait marqué les spectateurs au début des années 2000. J'étais peut-être un petit peu jeune pour connaître à l'époque, hein, j'avais 7 ans. Et oui, c'est un film qui a une poésie suprême pour moi. C'est vraiment. Il capitalise beaucoup, je pense, et il dirige très bien Soo-Joon, qui, euh, qui est vraiment. Elle peut à la fois, quand dans ces deux personnages qu'elle campe, il y a la fille et il y a la femme. Il y a comme deux âges différents, alors il y a aucun des deux rôles qui est vieilli par rapport à l'autre, hein, mais voilà, il parle du rapport homme-femme, il parle du devenir de Shanghai. Moi, je l'ai vu chez moi en 2020, on s'en rappelle tous, les confinements, etc. C'était pas forcément très joyeux, mais j'étais happé par ce film, vraiment, qui m'a tout de suite séduit, que j'ai trouvé magnifique, et qui faisait la synthèse de, de tout ce que j'ai aimé. Comme je disais, avant cela, j'avais vu pas mal de films de la cinquième génération qui m'avaient vraiment découvert de nouveaux horizons cinématographiques. Et je me suis rendu compte que la sixième génération, c'était le prolongement de cette cinquième génération, sauf que peut-être elle s'est un petit peu plus accrochée euh, à des idées de, comment dire,
c'est pas laissé aller politiquement, cette génération, au moins jusqu'à très tard. Parce que Jason Ke, par exemple, il est devenu député du Parti communiste, ça ne l'empêche pas de faire des films toujours énervés. Pour moi, Les Éternels, le dernier que j'ai vu, il se finit sur une vidéo de caméra surveillance qui filme l'intimité des personnages. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très sulfureux. Loulieu, lui, pareil, il a toujours eu à cœur de parler de sujets brûlants. J'ai pas vu son premier long métrage, mais je suis River qui fait son deuxième long métrage. Il en fait vraiment état. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'il est devenu, Loulieu, après ce film? Alors Loulieu, il a fait donc Summer Palace, une jeunesse chinoise en 2006 qui évoque presque frontalement Tiananmen, ce qui lui a valu 5 années d'interdiction. Pendant ces 5 années d'interdiction, il a fait Nuit d'ivresse printanière, qui est un film qui aborde de manière très crue l'homosexualité en Chine, qui a été présenté dans les festivals, etc. Qui n'était Et, pas présenté à Cannes, je crois, ce film-là. Il je n'avait crois pas bien. été. Je pense Je que je crois l'avais vu à l'époque à Cannes, je crois. Oui. Je crois bien. Et après, alors, il était de retour dans les années 2010. Il a fait plusieurs films qui ont mieux marché commercialement et qui commencent à être plus cryptiques, hein. C'est-à-dire qu'ils sont toujours aussi intéressants politiquement, mais les choses sont dites moins frontalement. Et le dernier que j'ai vu, c'est Saturday Fiction, qu'on avait pu voir en 2020 au Festival Aller-Retour, que j'ai couvert comme critique à Mm. l'époque. Et voilà, ce film, pour moi, c'est un monument, hein. Normalement, les droits avaient été achetés, si j'ai bien compris, pour une diffusion. Il y avait le logo de Wild Bunch au début. Je ne sais pas ce que c'est devenu, mais c'était un film qu'il faut à tout prix voir. Loulieu, il n'a pas perdu du tout la main. Il fait des films toujours aussi recherchés au niveau plastique et au niveau politique. Il va on peut s'amuser essayer de décrypter ces films. Ça peut aller très très loin. C'est vraiment le Saturday Fiction se passe pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Shanghai occupé par les Japonais et avec des liens avec les Français, les Anglais, sous couvert d'espionnage. Il va très très loin c'est un genre de thriller, donc finalement ça va très très loin dans la proposition de scénario, mais il y a tout autour, la politique, la plastique, qui sont vraiment à très haut niveau. Dernière question. Avec le recul maintenant, Suzu River, est-ce que c'est un film qui a annoncé quelque chose dans la filmographie de Loulieu ou c'est un film à part? Je pense qu'il a annoncé toute sa filmographie. Alors je répète, son premier film, Weekend Lover, il est assez difficile à voir, hein. Je crois qu'il est sorti il y a Mm. pas longtemps. Mais Suzu River, il va vraiment annoncer qu'il va aller filmer ce que parfois la censure chinoise ne veut pas voir. Alors, Loulieu, c'est pas le seul à faire ça, hein. Mais il l'a fait très longtemps, avec beaucoup d'acharnement. Et avec Suzu River, il commençait déjà à vouloir filmer Shanghai, dire que c'est crasseux, et sans en informer le bureau de censure, c'est déjà quand même couillu, hein. Le film, donc, Suzu River, version restaurée en 4K. Le film sort le 28 décembre. Il faut aller, c'est important. C'est l'une des dernières, enfin, on va dire, une dernière belle, bonne sortie de cette année 2022. En tout cas, c'était un plaisir d'en discuter avec toi. Ouais. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien qui renvoie aux articles de Maxime sur le site Istasia, mais aussi la bande-annonce du film Suzu River. En tout cas, voilà. Maintenant, il faut y aller. Faut aller le voir. Merci à toi, Maxime, en tout cas, d'avoir pris le temps de nous en parler. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.